Si vous passez un jour à Bruxelles, vous allez tomber sur le nom de Léopold II à peu près partout. Avenues, statues, bâtiments, parcs. Le mec a bénéficié d'une campagne de communication posthume carrément délirante. Parce que pendant longtemps, Léopold II, c'était le roi bâtisseur, le visionnaire, le grand modernisateur de la Belgique. Le type qui officiellement voulait apporter la civilisation à l'Afrique. Très belle formule au demeurant, on dirait presque le début d'une brochure touristique. Sauf que dans les faits, Léopold II a réussi à transformer un territoire 76 fois plus grand que la Belgique en propriété privée. Pas une colonie belge, pas un protectorat, sa propriété à lui. C'est comme si un milliardaire achetait l'Europe entière, mettait son nom sur l'acte de propriété et disait Ne vous inquiétez pas, c'est pour aider les habitants. Ben, ouais, ben voyons. Son système d'exploitation au Congo a contribué à la mort de millions de personnes. Et le plus fou, c'est que Léopold II n'a jamais mis les pieds là-bas. Il a dirigé l'un des systèmes les plus violents de l'histoire coloniale depuis son bureau, loin de la boue, loin de la forêt et loin des victimes aussi. Et probablement beaucoup plus près de ses comptes bancaires. Bienvenue dans le monde en coulisses. Aujourd'hui, Léopold II, ou comment devenir l'un des pires criminels de l'histoire, sans s'en foutre plein les godasses. Léopold II naît en 1835 et devient roi des Belges à 30 ans en 1865. À cette époque, la Belgique est un petit pays récent, indépendante depuis seulement 35 ans, sans empire colonial, sans possession lointaine, sans grande aventure impériale à raconter au dîner des grandes puissances. En clair, la Belgique arrive à la table, mais les autres ont déjà pris toutes les bonnes places. Et ça, Léopold II le vit très mal. Parce qu'il regarde autour de lui et il voit que la France a des colonies, le Royaume-Uni a des colonies, les Pays-Bas ont des colonies, même les pays qui ont l'air de s'être trompés de continent ont une colonie quelque part. Alors il se dit, pourquoi pas moi? Alors il essaye d'acheter des territoires aux Philippines, à Bornéo ou en Argentine, car oui, son premier réflexe est littéralement de faire du shopping géopolitique. Le problème, c'est qu'à l'époque, acheter un pays, c'est pas aussi simple que d'acheter sa résidence secondaire sur le Bon Coin. Puis là, il regarde vers l'Afrique centrale. En 1876, il organise à Bruxelles une grande conférence internationale de géographes et d'explorateurs. Officiellement, son objectif est noble. Lutter contre l'esclavage, développer la connaissance et ouvrir l'Afrique à la civilisation. Dans les faits, il est surtout en train de préparer le business plan le plus cynique du 19e siècle. Mais il faut lui reconnaître un talent. Léopold II est excellent en communication. Il ne se présente jamais comme un conquérant, il ne parle pas de profit, de ressources, de caoutchouc et d'ivoire. Non, lui, c'est un humanisme. Presque un philanthrope, un homme qui se sacrifierait pour le progrès de l'humanité. Et les grandes puissances achètent le discours. Ou alors, elles comprennent très bien ce qui se passe, mais préfèrent faire semblant de regarder ailleurs. Ce qui, en diplomatie, est une compétence très utile. Il finance par la suite les expéditions de Henry Morton Stanley dans le bassin du Congo. Stanley cartographie le territoire et fait signer des traités à de nombreux chefs locaux. Des traités souvent conclus contre quelques tissus, des perles ou des objets sans grande valeur. Le problème, c'est que beaucoup de chefs ne comprennent pas qu'ils sont en train de céder leurs terres, leurs ressources et parfois l'avenir de leurs descendants. C'est une arnaque monumentale et pas une de ces fausses arnaques de faux SMS bancaires. Là, on est vraiment sur de la grosse arnaque. Une arnaque avec des fleuves, des armées et plusieurs millions de victimes à la fin. En 1884-1885, la conférence de Berlin réunit les puissances européennes pour organiser le partage de l'Afrique. Le mot officiel, c'est organiser. Le mot le plus honnête, ce serait plutôt découper un continent sur une carte sans demander l'avis à personne. Léopold II, lui, va jouer le rôle du médiateur neutre. Le gars calme, raisonnable, qui n'a absolument aucun intérêt personnel dans l'affaire. Mais à la fin, il repart avec le Congo. Et pas comme colonie belge, mais comme propriété personnelle. Un territoire de 2,3 millions de kilomètres carrés, un seul propriétaire, Léopold II. Probablement le plus gros achat compulsif de l'histoire.
Bon, soyons honnêtes, en 2 minutes, sinon cette vidéo serait juste un réquisitoire de 15 minutes avec des photos de statues et une musique triste. Et ce serait mérité, mais ce serait pas complet. À son époque, Léopold II est sincèrement admiré. En Belgique, il transforme profondément le pays. Le parc du cinquantenaire, le musée de Tervuren, des avenues, des gares, des bâtiments monumentaux. Une bonne partie du Bruxelles que l'on visite encore aujourd'hui porte son empreinte. C'est pour ça qu'on l'appelle parfois le roi bâtisseur. Une formule très pratique parce qu'elle évite de demander avec quel argent il a construit ça. Il va moderniser l'armée, développer les chemins de fer et maintient la neutralité belge dans une Europe où tout le monde commence à se regarder de travers avec les canons. Sur la scène internationale d'ailleurs, il est respecté. La presse parle d'un roi moderne, cultivé, pacifique, tourné vers le progrès. Au Congo, officiellement, il finance aussi des routes, des comptoirs commerciaux et des missions religieuses. C'est l'image parfaite, le roi bâtisseur, civilisateur, protecteur, l'image qu'on met sur les monuments, pas forcément celle qu'on met dans les archives. L'État indépendant du Congo. Le nom est presque parfait. Bon, après, il est indépendant, mais sauf pour les Congolais, évidemment, hein. Parce que cet État n'est pas conçu pour développer un pays, il est conçu pour extraire. Et extraire deux principales choses, l'ivoire et le caoutchouc. Et surtout, il est fait pour extraire le plus vite possible, le plus possible et avec le moins de dépenses possible. Et c'est là qu'il faut poser la seule question qui compte vraiment, d'où venait l'argent? Parce qu'à la fin du 19e siècle, le caoutchouc devient une ressource stratégique. Les vélos, les pneus, les câbles électriques, la demande mondiale explose. Et le Congo est rempli de lianes à caoutchouc sauvages. Sur le papier, c'est une mine d'or. Dans la réalité, c'est une forêt immense, dangereuse et un travail extrêmement pénible. Personne ne veut récolter du caoutchouc pendant des heures dans la forêt tropicale. Et surtout quand il n'y a ni salaire, ni choix, ni possibilité de partir. Alors Léopold II met en place un système d'une simplicité glaçante. Chaque village reçoit un quota de caoutchouc à livrer chaque mois. Si le quota n'est pas atteint, punition collective. Et si quelqu'un refuse ou s'enfuit, c'est une punition personnelle. La logique est très simple, le vocabulaire est administratif, par contre les conséquences sont elles monstrueuses. Pour faire appliquer cela, l'administration crée la force publique, une armée locale encadrée par des officiers européens. Et c'est là que le système bascule dans l'horreur totale. Pour éviter que les soldats utilisent ou revendent les munitions, les autorités exigent une preuve pour chaque balle tirée. Et cette preuve, c'est une main coupée. On est bien d'accord, pas une preuve écrite, pas un rapport, mais une main humaine. Et parfois, ces mains ne viennent même pas de personnes tuées au combat, elles viennent de civils, de femmes, d'enfants, de personnes mutilées pour terroriser un village, remplir un quota ou justifier une balle utilisée. Des paniers de mains étaient ensuite présentés à des administrateurs, comme des indicateurs de performance. Oh, ça devait être les KPI de l'époque, j'imagine. L'équivalent des tableaux Excel dans les administrations coloniales. On peut dire qu'ici, l'expression la bureaucratie peut tuer n'est plus vraiment une métaphore. En 1904, une photographie devient l'un des symboles les plus puissants de cette violence. Elle montre un homme congolais nommé Nsala. Il est assis au sol, le regard perdu, et devant lui se trouvent la main et le pied de sa petite fille, tuée après que son village n'a pas pu fournir le quota imposé de caoutchouc. Cette photographie est prise par la missionnaire Alice Sile Harris. Elle ne raconte pas toute l'histoire du Congo, aucune image ne le pourrait de toute manière, mais elle rend impossible ce que le système colonial avait longtemps réussi à faire, détourner les yeux. Parce que pendant des années, Léopold II contrôle très efficacement l'information. Les journalistes ont peu accès au territoire, les témoignages sont contestés, et les missionnaires qui parlent sont accusés d'exagérer, de mentir ou de vouloir nuire aux intérêts belges. La stratégie classique. Quand on ne peut pas nier les faits, on essaye en général de discréditer les gens qui les racontent. Mais deux hommes vont faire tomber ce mur du silence. Le premier s'appelle Edmund Morel. C'est un jeune employé britannique qui travaille dans le transport maritime. Un jour, il remarque un détail étrange.
Les bateaux qui partent vers le Congo sont chargés d'armes, de munitions et de matériel militaire. Et les bateaux qui en reviennent sont chargés d'ivoire et de caoutchouc. Mais dans l'autre sens, il n'y a pratiquement aucune marchandise commerciale. Pas de paiement, pas d'échange équilibré, pas de trace d'un commerce normal. Morel comprend alors quelque chose d'évident mais de terrifiant. Le caoutchouc n'est pas produit par des travailleurs libres, mais il est obtenu par la contrainte, par le travail forcé, par un système qui ressemble beaucoup à de l'esclavage mais qui porte une cravate administrative. En 1904, Morel participe à la création de la Congo Reform Association. C'est l'un des premiers grands mouvements internationaux de défense des droits humains. À une époque où l'idée même de mobiliser l'opinion publique mondiale contre les crimes d'un État reste encore très nouvelle. Au même moment, Roger Casemans, consul britannique au Congo, mène une enquête officielle. Il recueille des témoignages, il documente les violences, il décrit les prises d'otages, le travail forcé, les mutilations, les villages brûlés, les familles séparées. Son rapport fait l'effet d'une bombe, parce que cette fois il ne s'agit plus seulement de récits de missionnaires ou de militants, c'est un rapport diplomatique officiel, et il confirme que derrière le discours humanitaire se cache un système de terreur. Pendant ce temps-là, un certain Joseph Conrad publie Au cœur des ténèbres. Conrad a navigué sur le fleuve Congo en 1890, et son roman raconte la descente d'un homme dans un univers colonial devenu fou. Son personnage de Kurtz n'est pas un portrait exact de Léopold II, mais la violence, l'avidité et la déshumanisation qu'il décrit ne sortent pas de nulle part. Elles viennent d'une réalité qu'il a observée de près. Sous la pression internationale, la situation devient alors intenable. Léopold II tente de défendre son système, il promet des réformes, il minimise, il accuse ses détracteurs de mensonges. En gros, il applique la méthode classique des gens pris la main dans le sac. Sauf qu'ici, le sac contient des millions de vies brisées. En 1908, la Belgique force finalement Léopold II à céder le Congo à l'État belge. Le territoire cesse d'être sa propriété personnelle, mais cela ne signifie pas pour autant que les souffrances s'arrêtent du jour au lendemain. Le système change de propriétaire, mais pas immédiatement de logique. Et le bilan humain est déjà immense. Les historiens ne s'accordent pas sur un chiffre unique. Les archives sont incomplètes, les recensements sont rares et l'ampleur exacte des morts restera probablement impossible à établir. Mais les estimations le plus souvent citées parlent de plusieurs millions de victimes. Entre les meurtres directs, les famines provoquées, les déplacements forcés, les maladies, l'effondrement des naissances et la terreur permanente, la population congolaise aurait chuté de façon dramatique en quelques décennies. Certaines estimations évoquent entre 5 et 10 millions de morts. D'autres avancent des chiffres encore plus élevés. Dans tous les cas, on parle d'une catastrophe humaine à une échelle presque impossible à concevoir. Pour donner un ordre d'idée, c'est comme si aujourd'hui on rayait de la carte la population entière de la Belgique de l'époque, en à peine 20 ans, et pour du caoutchouc. Léopold II meurt le 17 décembre 1909, un an après avoir cédé le Congo. Il meurt dans son lit riche, décoré et libre comme l'air. Jamais jugé, jamais envoyé dans un tribunal et surtout jamais confronté aux millions de personnes que son système a broyées. Et en plus, il n'a jamais mis les pieds au Congo, le crime parfait en quelque sorte. Sauf que tout le monde savait. Pendant longtemps, l'histoire officielle belge a préféré célébrer le bâtisseur plutôt que d'interroger le bourreau. C'est plus confortable, surtout quand on a déjà fait construire les avenues, les monuments et les statues. Pendant des décennies, il a été plus simple de dire « oui, mais regardez ce qu'il a construit » que de demander « et avec quoi ?» Et à partir des années 2020, les débats autour de son héritage prennent une place beaucoup plus importante en Belgique. Des statues sont retirées, dégradées, déplacées ou contestées. Le passé colonial revient dans les écoles, dans les musées, dans les médias et dans le débat public. Parce qu'à un moment donné, il devient difficile de continuer à fleurir les statues d'un homme dont le bilan est impossible à défendre. Au Congo, l'héritage ne s'est jamais effacé. Les frontières tracées à Berlin sans tenir compte des réalités locales, une économie pensée pour extraire les richesses mais pas pour développer les populations,
et des infrastructures conçues pour faire sortir les ressources du pays, pas pour relier les habitants entre eux. Et surtout, un État bâti sur la violence, la contrainte et l'exploitation. La République démocratique du Congo est aujourd'hui l'un des pays les plus riches du monde en ressources naturelles, que ce soit le cuivre, cobalt, or, diamant, coltan. Et pourtant, une grande partie de sa population vit encore dans une pauvreté extrême. Évidemment, Léopold II n'explique pas à lui tout seul tout ce qui s'est passé après lui, ce serait beaucoup trop simple. Mais il fait partie de l'addition. Une addition coloniale immense dont les conséquences se payent encore aujourd'hui. Léopold II n'a jamais été jugé de son vivant. Mais l'histoire, elle, a fini par rendre son verdict.